Whakaapa-apa kainga uvea mo Futuna, Calédonia mo Tahiti, et anga i te mai i te afiafi, Maloskataki. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à la jeunesse et au numérique, ici au cœur du Fénois, à Wallis et Futuna. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Shaima Riahi de Nouvelle-Calédonie la première et Corinne Teitia de Polynésie la première. Maloskataki. Bonjour Yusra. Et avant de démarrer cette émission, direction l'internat de Lano, où les jeunes Futuniens vont nous interpréter un Swamako.
Et c'est après ces percussions envoûtantes du Swamako futunien que nous démarrons cette émission Jeunesse, la toile océanienne. Oui, un programme à 3 voix, 3 regards pour 3 territoires du Pacifique. La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et bien sûr Wallis et Futuna. Une émission dans laquelle nous allons explorer les enjeux mais aussi les limites du numérique dans nos îles, Corinne. Et pour en parler, plusieurs invités des 3 territoires ont accepté de partager ce moment avec nous. Des enseignants, des jeunes, des experts du numérique. Une émission rythmée par 3 reportages qui mettent en lumière une génération connectée, créative et consciente des défis actuels et russes. Et oui, et on démarre avec Wallis et Futuna, dans un monde où l'accès à Internet est devenu essentiel, notamment dans les territoires éloignés et insulaires comme le nôtre. Le numérique s'impose comme un outil de connexion, d'ouverture et de lien social. Mais quand il est mal compris ou mal utilisé, il peut très vite amplifier les inégalités, renforcer l'isolement ou encore avoir des impacts sur la santé mentale. Alors comment les jeunes vivent-ils cette réalité ? Quels sont les effets psychologiques de cette connexion permanente et comment trouver un équilibre sain? Jeunes connectés, défis décuplés, un reportage de Olivia Garrett-Alaïs et Jean-François Poicavassé. Une publication faite à Wallis et Futuna dans le Pacifique peut être vue et likée dans les secondes qui suivent dans le monde entier. Eden est présente sur les réseaux depuis l'âge de 15 ans sous le contrôle de ses parents. Le numérique fait partie intégrante de la vie de cette jeune wallisienne de 18 ans. TikTok, en fait, pour moi, c'est un moyen de... C'est comme une bulle. Ça me permet de rester... de regarder des vidéos, de se cultiver aussi. Et c'est une façon pour moi d'avoir mon intimité à moi. L'accès à Internet via le réseau mobile 4G est arrivé à Wallis et Futuna en 2015. À sa création, 955 abonnés contre 11 342 en 2025, avec environ 1500 abonnés à Futuna. Avant, il nous fallait beaucoup de temps pour échanger. Aujourd'hui, c'est de manière instantanée, via des chats. Donc l'information est véhiculée beaucoup plus rapidement. Notre savoir grandit parce que nous avons de plus en plus accès à des informations, ce qui n'était pas le cas. Avant, il fallait prendre un livre, aller à la bibliothèque. Aujourd'hui, on trouve tout ce qu'on veut sur Internet. Face à ces enjeux, l'éducation aux médias et à l'information est renforcée pour accompagner les jeunes dans l'utilisation responsable du numérique. Enseignants et élèves instaurent un dialogue ouvert et des règles adaptées. Des gens qui ont été insultés sur Internet, parce que c'est aussi ça, hein? Oui. Il faut parler à nos parents et s'il n'y a pas nos parents, il faut parler à ceux qui sont à côté de nous. On peut avoir de la pression, des gens qui nous forcent à envoyer des informations personnelles. Le cyberharcèlement, le harcèlement de façon générale existe partout, y compris à Wallis. Et il est très très important que nous informions le maximum de personnes, d'une part, et que nous leur donnions les outils pour agir. Qu'en est-il de l'univers virtuel? Qu'en est-il du numérique sur notre territoire et notamment sur notre génération? Ce matin au lycée d'État, le débat des élèves du conseil de la vie lycéenne porte sur les bienfaits et dérives du numérique sur la jeunesse. Arabe s'est soulevé grâce aux réseaux sociaux. Le numérique est un outil mais franchement extraordinaire. On peut trouver plein de choses. Et par contre, l'inconvénient, c'est sa mauvaise utilisation par nous-mêmes les jeunes. Je vais voir la personne et je lui dis qu'il est trop sur son téléphone et je lui demande d'arrêter et de profiter du moment. À Futuna, les bienfaits, c'est que nous pouvons partager nos moments familiales avec nos familles d'ailleurs. C'est nécessaire pour informer les jeunes que, oui, il y a ils voient surtout le mal dans le numérique, mais aussi le bien. Et c'est important qu'ils soient au courant de ce qui se passe. On est complémentaires autour du développement de la jeunesse et de l'enfant en général. Sur cette partie du numérique, de l'utilisation du numérique et de la bonne utilisation de tout ce qui tourne autour du portable, de l'Internet, etc., on vient compléter finalement ce que font les parents. La mission d'insertion des jeunes, une structure bien dotée dans le numérique, accueille les 16-25 ans dans leur insertion sociale et professionnelle.
en leur offrant un espace sécurisé. Pour nous, les étudiants, ça nous aide beaucoup. Et côté parents, ça les rassure. Ça les rassure de savoir que leur enfant est entre de bonnes mains. C'est surtout aussi pour les jeunes qui n'ont pas Internet chez eux ou qui n'ont pas les moyens d'avoir des téléphones ou des ordinateurs. Oui, c'est vraiment très important pour nous les jeunes. Eden, pourtant très vigilante, a eu une mauvaise expérience via ces réseaux. Elle a su réagir comme il se devait. Un jour sur TikTok, j'ai décidé de publier une vidéo de danse de moi. Et c'était la veille, du coup le lendemain j'ai regardé et il y avait certains commentaires que je trouvais inappropriés. Et comme ma mère me l'avait prévenu, j'ai supprimé la vidéo. Depuis janvier 2023, 11 dépôts de plainte ont été enregistrés. Il y a des textes dans le code pénal, c'est l'article 222-33-2 du code pénal, avec une répression qui est loin d'être négligeable, puisque lorsque ces faits sont commis sur un mineur, par la voie d'Internet ou par la voie de réseaux sociaux, sont des faits qui peuvent être punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Le numérique est une réalité incontournable pour les jeunes wallisiens et futuniens d'aujourd'hui. Ses bienfaits sont nombreux, mais ses dérives ne doivent pas être sous-estimées. Voilà, et pour parler de cette jeunesse océanienne connectée, nous recevons Claude Likouvalou, passionné d'audiovisuel, chargé de la section média du Collège de Lanneau dans le centre de Wallis. Bonjour. Bonjour. Marie-Michel Valao est également avec nous, responsable de la mission d'insertion des jeunes ici au Fénois. Bonjour Marie-Michel. En face de vous, Akila Nedjarguer, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour et merci à vous d'avoir fait le déplacement jusqu'à Mataoutou. Et également avec nous, Grégory Waikata, professeur d'histoire-géographie au lycée de Wallis. Et vous êtes originaire de Lifou, en Nouvelle-Calédonie. Bonjour Grégory. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Et par visio également, des îles Marquises, on retrouve l'influenceuse polynésienne Nui Teikite Pupuni. Bienvenue à tous les 5 et merci de participer à cette émission. Et on démarre tout de suite ce débat sur le numérique, comment rompre l'isolement avec vous. Claude, comment avez-vous personnellement vécu finalement l'arrivée d'Internet, comme on l'a vu, qui arrive en 2016 sur le territoire ? Alors personnellement, l'arrivée d'Internet en 2016, ça a été sûrement quelque chose qui a accéléré à peu près toute la vie, mais aussi la présence sur les réseaux de tout le monde, c'est-à-dire le téléchargement plus rapide des applications mobiles, tout ça, tout ce qui va avec. Et donc franchement, non, ça a été quelque chose, cette arrivée-là. Finalement, vous, Marie-Michel, qui également est un peu de la même promotion, cette arrivée d'Internet change finalement votre quotidien de tous les jours ? Finalement, l'arrivée d'Internet, ça a été, on va dire, une ouverture de notre île qui est isolée du monde entier, une ouverture en quelques clics mondialement. Mais les craintes qui ont été, on va dire, aucunement préparées ont été le choc culturel entre l'arrivée du numérique avec un territoire qui était vraiment isolé de tout ce qui est du monde connecté. Et justement, vous diriez que la jeunesse ici à Wallis, elle n'a pas été préparée à cette vague numérique ? On va dire qu'on n'a pas eu une action de prévention pour prévenir les méfaits de l'arrivée du numérique, du téléphone, d'Internet, des ordinateurs sur le territoire auprès de cette jeunesse-là. C'est la seule problématique qui a pu peut-être émettre les méfaits qui sont survenus après sur les effets négatifs, on va dire, survenus sur nos territoires. Est-ce que vous, finalement, qui l'avez vécu, je pense, et peut-être même vous également, Grégory, en Nouvelle-Calédonie, ce moment où on arrive finalement à ce décalage entre le plus jeune qui va être capable de savoir l'utiliser correctement et cet adulte qui est un petit peu perdu dans ce monde du numérique, est-ce qu'on ne crée pas un peu des conflits finalement? Est-ce que vous avez pu le voir comme ça, ou les jeunes que vous avez autour de vous? Grégory, celui qui a envie de répondre. Sur le rapport de pouvoir qu'il y a à la maison, bien sûr, si on a sur le rapport de pouvoir sur le savant, c'est-à-dire les parents, et là c'est inversé. Donc il y a les enfants qui connaissent mieux le monde du numérique que les parents.
Et on le voit je le vois à la tribu sur plusieurs familles, où c'est l'enfant qui éduque le parent à utiliser le téléphone. Donc on peut le voir. Après, si c'est prouvé scientifiquement qu'il y a un changement de pouvoir à la maison lié justement à l'utilisation du numérique. Et puis il y a l'arrivée aussi du smartphone, et ça a quasiment tout changé. Il y a eu des bouleversements. Vous l'avez observé, vous, Claude? Oui, bien sûr. Une fois que c'est arrivé, en effet, il y a un gros dérèglement au niveau des pouvoirs. Par exemple, on a une jeunesse qui s'est mise très vite sur les réseaux, sur les smartphones, sur tout ça, qui s'est mis à apprendre très vite, comparé aux adultes qui, eux, avaient déjà une certaine habitude de vie dans le numérique, c'est-à-dire mail, c'était déjà bien à l'époque. Mais du coup, c'est ce qui a fait, je pense, Michel parlait tout à l'heure de prévention et compagnie, c'est ce qui a créé ce gros dérèglement dans la stratégie numérique, par exemple ici à Wallis et Futuna. C'est parce qu'on a eu des jeunes à la tête de l'évolution et du développement numérique, sans être forcément chapeautés par une conscience ou du savoir adulte, par exemple. Donc ce sont les jeunes qui éduquent les plus vieux. C'est ça, alors que les jeunes ne savent pas forcément ce qu'un adulte sait, contrairement en fait. Et ce qui relève en fait un peu d'un défi à répondre en fait, c'est le fait est que ce dérèglement entre jeunesse et adultes en fait apporte aussi des difficultés aussi sur le territoire même, que ce soit culturel, surtout parce que nous on était un territoire isolé, du coup on avait nos valeurs, on a une vie communautaire très importante sur le territoire qui tourne aussi autour de la culture, de la religion, et aussi sur le respect des anciens. Mais avec l'arrivée du numérique, il y a une petite part en fait de perdu sur cette vie communautaire-là. On peut le constater. On peut le constater dans quelques rassemblements de jeunes. On en voit de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus isolés devant leur écran. Ils ont une vie individualisée à travers le numérique, et ils oublient même eux-mêmes leur propre vie de famille à cause du numérique. Du coup, une action de prévention permettrait au mieux de pouvoir en fait permettre à cette jeunesse-là d'utiliser le numérique à bon escient, et surtout de les permettre en fait avec l'éloignement du territoire de se former, de pouvoir trouver un emploi et l'utiliser plutôt par rapport à cette voie-là. Quelles sont les principales limites que vous pouvez observer chez les jeunes? Par rapport aux usages des technologies numériques, alors il y en a plusieurs. La première, c'est l'addiction. Effectivement, le temps qu'on passe devant les écrans, et ce temps qu'on passe devant les écrans, c'est un temps qu'on ne passe pas ailleurs, qu'on ne passe pas dans l'activité sportive, qu'on ne passe pas effectivement à échanger avec d'autres. Donc ça, c'est une des premières dérives. La deuxième dérive, c'est le fait que on est dans une culture de l'image qui est de plus en plus forte, de plus en plus importante. On était dans une culture de l'écrit auparavant, au siècle dernier, ou il y a plusieurs siècles. Et là, du coup, on est dans une culture de l'image. Et à partir du moment où on voit cette image, on pense que c'est vrai. Et c'est un peu une dérive qu'on voit chez les jeunes, chez les anciens aussi, pas que chez les jeunes. Et ça pose problème sur la véracité de l'information, de ce qu'on diffuse, et avec un risque effectivement de désinformation ou de mésinformation justement par rapport à ça. Là, de ce que vous venez de dire, on rentre un peu dans cette idée de ce qu'amène comme dérive finalement le numérique. Quelles sont les principales dérives qu'on peut observer chez les jeunes aujourd'hui avec le numérique? Alors justement, le fait qu'on montre sur les écrans, dans les réseaux sociaux, effectivement, une façon de penser, une façon de consommer qui est enjolivée, on montre du beau, il y a un risque pour les jeunes de se comparer à ça et de créer un manque d'estime de soi justement par rapport à cette fausse réalité qu'on nous montre. Il y a aussi l'utilisation de l'IA par exemple justement et ça peut remettre en cause les perceptions et les représentations qu'on a effectivement sur tel ou tel sujet à cause de l'utilisation effectivement d'outils qui vont travestir la réalité. Yousra, je vous propose de retrouver Noui. Elle est aux îles Marquises, elle est influenceuse polynésienne. Noui, vous nous entendez? Allô, oui, je vous entends. Et vous? Oui, très bien. On se posait la question des usages d'Internet, du numérique aux îles Marquises. Comment ça se passe de votre côté?
Donc, à savoir ici, dans l'archipel des Marquises, Internet à très haut débit est arrivé depuis décembre 2018. Donc, comme disaient certains, il y a une inversion des tendances dans les foyers où maintenant il y a l'appreneur devient apprenant. Donc, l'enfant apprend aux adultes comment utiliser la nouvelle technologie. Mais cela permet aussi à notre population de s'ouvrir un peu plus au monde et d'avoir accès à d'autres types d'informations. Et oui, encore une fois, comme un peu partout, la population a changé d'activité quasiment, puisqu'ils sont souvent devant leurs écrans, que de vivre les mêmes expériences qu'ont vécu d'autres jeunes ou la population d'avant l'arrivée d'Internet. Grégory, Marie-Michel, Claude, vous qui êtes entourés de jeunes finalement, quelles sont les dérives que vous observez, vous, avec vos jeunes dont vous avez conscience? Sur les dérives, donc on en parlait, on a vu sur le reportage, au niveau du CVL. Donc moi je pense qu'il y a une numérisation en fait des formes de violence qui existent déjà. Et donc avant l'arrivée du numérique, on le vivait tous les jours. Et là non seulement on le vit tous les jours, mais on le voit aussi sur les réseaux. Donc la population peut voir ici ce qui se passe au lycée. Souvent il y a des bagarres, donc on le voit circuler sur les réseaux. Mais aussi on a eu des cas bien sûr de harcèlement. Donc même nous sur notre île, on est très éloigné, mais on n'est pas à l'abri justement des formes de violence. Et comment vous parlez de tout ça avec vos élèves? Donc souvent on le fait durant nos cours. Donc quand il y a, comment dire ça, par exemple il y a l'EMC, on a une partie où on traite justement des risques justement des formes de violence, surtout le harcèlement, tous les types de harcèlement qui existent. Donc autant dans la vie de tous les jours, mais aussi autant sur les réseaux. Donc maintenant les réseaux font partie justement de la vie de tous les jours. Donc donc on ne fait plus la différence entre la vie de tous les jours et la vie du numérique. De notre côté, au niveau de la section médias, au niveau du collège, ce qu'on avait fait plus tôt cette année, on avait fait un travail l'année dernière sur l'égalité entre hommes et femmes, qu'on a décidé de tourner en synopsis de film, en gros, que les élèves de la section médias ont pu réaliser. Mais vraiment en travaillant là-dessus, en cherchant les scénarios. Et vraiment, je trouve qu'en mettant la créativité des élèves sur la recherche, en fait, parce que du coup, je leur disais, alors, qu'est-ce qui peut être vexant? Qu'est-ce qui peut faire du mal à quelqu'un? Et ils se mettaient à chercher des situations. Et je voyais qu'eux-mêmes, en se mettant à la place, en fait, en les forçant à se mettre à cette place-là, ça les aidait vraiment à comprendre le mal-être qu'on pouvait peut-être vivre lors des harcèlements et compagnie. Marie-Michel, c'est ce que vous faites aussi, ce travail d'éducation au numérique au sein de la MIGE, ici à Wallis? Au sein de la MIGE, en fait, on n'a pas d'atelier encore mis en place, structuré pour faire cette action de prévention contre cette surexposition de notre jeunesse à travers toutes les différentes plateformes en ligne. À part, on a une petite cellule d'écoute au sein de la MIGE. À ce moment-là, nous, on fait un débat on échange avec ce jeune-là pour voir quelle est la problématique et ainsi essayer de répondre à ce besoin-là. Étant donné qu'on a sur le territoire plusieurs personnes en fait qui travaillent sur la prévention, tout ça. Ce que moi je peux faire, je peux appeler la chargée de mission contre le lutte contre le décrochage scolaire, sinon la psychologue pour lui demander si elle peut intervenir un petit quart d'heure avec cette jeune-là ou ces jeunes-là pour leur apporter des solutions, du soutien en fait à travers un passage mécontent durant leur parcours pour pouvoir après ensuite on va dire les remettre sur pied pour qu'ils puissent continuer en fait. Vous êtes encadrant et donc vous essayez à travers finalement ce contact que vous avez avec les jeunes de pouvoir au maximum prévenir tout ce qui peut arriver autour du numérique. Mais est-ce que les parents ont conscience de ce genre de dérive? Lequel de vous deux? C'est compliqué à le dire, parce qu'il y a des parents qui sont impliqués, comme on peut le voir à la télé, mais le risque du numérique, c'est le contrôle, justement. Parce que le téléphone, il est personnel, hein. On est d'accord? Donc souvent, est-ce que les parents ont accès au téléphone? Je ne sais pas. Donc là, la question, c'est est-ce que les parents sont conscients ou est-ce que les élèves sont conscients qu'ils sont responsables, comment dire ça, justement, de l'information qu'ils font passer aux parents? Et souvent, en fait, même si on éduque l'enfant,
Mais aussi, il faut éduquer les parents. Mais comment? Donc la question, elle est là. Akila, vous êtes d'accord avec ce constat? Alors, éduquer les parents, c'est voilà, Ouais. une utopie, je crois. Informer, oui, informer. Sensibiliser, informer, effectivement. Ouais, c'est ça, sensibiliser. Mais les études ont montré en effet qu'il y avait un lien entre le niveau d'études des parents et le contrôle qu'ils peuvent avoir justement sur les enfants. C'est-à-dire que c'est paradoxal, dans les milieux, disons, favorisés, on a beaucoup d'équipements, mais en même temps, le contrôle et les usages, effectivement, des écrans est assez fort. Et il y a, disons, moins de problèmes par rapport, effectivement, à d'autres familles où les parents ne maîtrisent pas forcément, effectivement, les enjeux et les risques liés à l'usage des écrans. Nouhi évoquait tout à l'heure finalement la différence entre l'ancienne et la nouvelle génération. On se rend compte aussi que finalement il y a une certaine facilité de la parentalité qui arrive avec le numérique. Les plus petits qui ont cette facilité à scroller sans pour autant prendre conscience de ce qu'ils regardent et de ce qu'il y a sur les réseaux. Est-ce que vous rejoignez un petit peu cette idée ? Alors, facilité de la parentalité, c'est-à-dire on le voit souvent, par exemple, finalement, un enfant à qui on donne un téléphone qui va scroller parce que ça occupe, sans pour autant avoir conscience de ce qu'il regarde. En effet, donc je pense que oui, ça crée totalement un effet sur les enfants. C'est-à-dire que forcément, on a des parents qui utilisent le smartphone et qui savent très bien que devant un Peppa Pig ou autre chose, leurs enfants, en fait, on ne les entend pas pendant 5-10 minutes au moins. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai travail de prévention en fait, à faire là-dessus et peut-être de recherche également, donc c'est pas. Nouhi, vous acquiescez un petit peu toutes les réponses. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose sur les réponses qui ont déjà été données ? Pardon ? On vous voyait acquiescer un petit peu à toutes les réponses que tout le monde donne. Est-ce que vous avez envie d'ajouter finalement quelque chose à ces réponses qui ont été données sur un peu tous les sujets qu'on a déjà évoqués ? Sur l'usage du numérique, non, je pense que tout a été assez dit. Et il y a des similitudes entre la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, et ici dans l'archipel des Marquises que l'on retrouve. Chez les enfants, chez les parents, ces différences générationnelles et tout ça. Voilà. Et donc oui, il est important d'éduquer nos enfants, non seulement d'abord. On va parler des conséquences, et notamment avec vous, Grégory, aussi des conséquences, qu'elles soient physiques ou même psychologiques. Puis c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce que vous remarquez, parce que ça fait aussi partie des limites du numérique sur nos populations. C'est ce qu'on discutait, on en parlait sur le sommeil. Il y a des gamins des fois qui arrivent au lycée mais ils sont fatigués. Et souvent, mais comme on a la parole facile, c'est plus facile pour eux de communiquer avec, je ne vais pas faire d'amalgame, avec les profs qui sont un peu plus jeunes au lycée. Donc ils me disent tout de suite, ouais mais monsieur j'ai dormi à 2 h du matin. Je dis, ok d'accord. Et tu te réveilles à quelle heure? À 6 h pour prendre le bus à 6 h 30. Donc ça impacte aussi sur le temps de sommeil. On le voit par exemple sur une classe de 16. Moi j'en ai 3-4. Je sais, ils me disent, monsieur, j'arrive pas, je dors à 2 h du matin. Donc c'est énorme. Et là, on en parlait sur l'opportunité de se connecter au monde. Mais finalement, on rejoint en fait le fait que c'est quelles données ou quelle information on consomme. Est-ce que c'est pour se former, s'informer, ou est-ce que c'est du loisir? En fait, je pense que si on prend les outils numériques, ça reste vraiment quelque chose de très avantageux, ça reste quelque chose de très positif. Mais en effet, comme le dit Grégory, c'est quelque chose qui peut très vite déraper en quelque chose qui devient un inconvénient. C'est-à-dire qu'on a énormément d'élèves qui du coup arrivent et manquent clairement de sommeil, du coup apprennent moins et du coup sont moins productifs. Et du coup, c'est vraiment toute l'échelle de l'éducation qui vraiment peut changer à cause de ce genre de dérive, justement. Et ce qu'on se disait la dernière fois, c'est que vraiment, on parlait des outils qui servent à la prévention. Il y a énormément d'outils mis en place par les nouvelles technologies permettant justement le contrôle de ces technologies. Et justement, je pense que s'il y avait une vraie formation, une éducation, de la formation des parents, ça permettrait peut-être d'aller plus en douceur et de garder le meilleur de ces technologies-là. Merci à vous. On vient de l'évoquer, donc les avantages, mais aussi les limites du numérique dans nos territoires insulaires.
Place désormais à la deuxième partie de cette émission consacrée à la préservation des langues. Restez avec nous, on retrouve Corinne pour la suite. Maruru Meitei Shema. Et avant de retrouver nos invités, je vous propose de découvrir le clip Aoub Manava interprété par une jeune polynésienne de 19 ans, Papehau Seveno, et qui nous parle de bienveillance et comptabilise plus d'1 million de vues. Regardez. Et nous quittons Wallis et Futuna pour poser le regard vers la Polynésie française où le numérique est bien installé et touche toutes les classes sociales, un moyen utilisé notamment par les linguistes pour conserver les langues polynésiennes telles que le marquisien, le réo paumutu, le tahitien, encore les langues de l'archipel des Australes, des langues qui, pour la plupart, sont amenées à disparaître et vous le verrez dans le reportage qui va suivre que des personnes bien mises sur le numérique pour faire véhiculer cette richesse culturelle à travers le monde. Un reportage de Her Itahiata et Hubert Liao. Tarona.
Ute-Ute. Une simple application pour apprendre notre langue. C'est désormais possible avec la plateforme Ereo. L'objectif, sauvegarder nos langues polynésiennes. Il y a 7000 langues dans le monde, une langue qui disparaît toutes les 2 semaines. Et pour, on va dire, pallier à cette disparition, parce qu'il y a un manque de locuteurs, il y a une difficulté d'apprentissage, on vient apporter une solution de digitalisation. On va permettre à la langue d'être bancarisée et d'être disponible sur des applications mobiles. Actuellement, la plateforme héberge 14 langues avec 30 000 utilisateurs par mois. L'objectif pour Heiura et son équipe, en digitaliser 400 d'ici 2027. Ma petite contribution, c'est d'aider en tout cas nos langues à nous et puis les autres langues du monde à pouvoir exister, parce que je crois qu'un monde sans langue, sans inclusion, sans diversité, c'est pas un monde dans lequel, en tout cas, moi j'aimerais que ma fille grandisse. À l'Université de la Polynésie, des chercheurs travaillent sur une intelligence artificielle, un outil qui permet d'accélérer la collecte des données des langues en danger. Tu as des linguistes qui vont récupérer de la donnée, puis ensuite ils vont écrire des articles, puis ensuite ça va être mis dans des recueils, et ensuite transformé en grammaire pour que les apprenants puissent s'en servir, mais ça prend des années. Et on a besoin d'aller beaucoup plus vite que ça, puisque les langues disparaissent, les langues en danger disparaissent à une très grande vitesse. Selon les chercheurs, plus d'1 millier de langues océaniennes sont en danger. La Polynésie française n'est malheureusement pas épargnée. Cette IA devrait être opérationnelle dans 2 ans et sera peut-être la réponse à cette problématique. Dans le cas malheureusement critique où une langue disparaît, on a besoin d'avoir une documentation très très précise de ces langues. On a le cas dans un espace que je connais un petit peu aussi, qui est l'espace d'Amérique du Nord, de langues qui ont disparu, mais qui étaient documentées et qui ont pu réapparaître après parfois 10, 20 ou 30 ans. Le numérique, gardien du patrimoine et à la fois booster économique, l'objectif du gouvernement polynésien est aussi de préparer un vivier de jeunes Polynésiens. Aujourd'hui, les professionnels sont aussi en demande de chargés de projet, de développeurs, d'intégrateurs, enfin des choses, des individus qui sont assez polyvalents sur le secteur du numérique. Il y a déjà du potentiel aujourd'hui parce que les professionnels sont en demande de salariés. Malheureusement, parfois, ils sont obligés d'aller les chercher ailleurs. Et donc, si les jeunes se forment dans le numérique, eh bien, à ce moment-là, ils auront des débouchés professionnels dans notre pays. De la cybersécurité au codage ou encore à la transmission d'un réseau Internet, des métiers qui attirent la jeunesse polynésienne. Ça m'intéresse vraiment. Écoute, tout ce qui est intelligence artificielle, surtout qu'aujourd'hui, on est à fond plongé dedans. Donc, il faut s'intéresser pour manier le monde, on va dire. J'ai vu un atelier qui m'a beaucoup intéressé, comme l'école numérique, qui va sûrement s'ouvrir en janvier 2026. Et cette école-là va beaucoup nous aider à créer des projets. Ça nous permet aussi de voir toutes les écoles qui proposent une formation numérique. Avec 8 câbles sous-marins en développement, la Polynésie française est un véritable hub du numérique dans le Pacifique Sud, un secteur qui permettra de développer également des outils pour sauvegarder la culture polynésienne. Un reportage passionnant qui montre à quel point nos langues vernaculaires, souvent fragiles face à la mondialisation, peuvent aujourd'hui trouver une seconde vie grâce au numérique et à l'intelligence artificielle. Et pour aller plus loin sur le sujet, en plus de nos invités présents sur le plateau, nous avons un invité par visio, Jacques Vernodon, professeur à l'Université de la Polynésie française, spécialiste des langues océaniennes et des politiques linguistiques en Océanie. Bonjour, monsieur Jacques Vernodon. Dites-nous combien de langues polynésiennes dénombre-t-on aujourd'hui et est-ce qu'il y en a qui ont disparu? Alors au total, si on prend les langues polynésiennes à l'échelle du Pacifique, il y en a environ 40. Et à ce jour, la seule qui est connue pour avoir disparu, c'est le moriori, qui est une langue polynésienne parlée sur l'île de Chatham, à l'est de la Nouvelle-Zélande. Mais les autres sont plutôt résistantes. Alors, Grégory Waikata, en Nouvelle-Calédonie, on dénombre une trentaine de langues vernaculaires. Seulement 4 sont enseignées dans les établissements scolaires. Vous êtes originaire de Lifou. Est-ce que les jeunes à Lifou parlent encore leur langue maternelle? Oui, on a la chance encore de parler, de vivre notre langue maternelle. Mais on voit quand même une évolution, notamment sur les enfants, où les parents prennent la décision en fait, de leur parler en français. Donc on l'a vu sur quelques travaux, notamment c'est lié à
à la mobilité des parents. Quand ils vont travailler à Nouméa, les enfants, il y a une obligation de parler le français pour pouvoir justement s'intégrer et que l'éducation soit plus accessible. Parce que l'éducation, elle est faite en français. Et souvent, comme en Calédonie, on a plusieurs langues. Donc, les parents, souvent, ne parlent pas la même langue. Donc, la langue commune, c'est le français. Donc, on essaye justement de faire le pas de parler la langue française. Et je parle ponctuellement, c'est-à-dire sur mon noyau nucléaire, c'est-à-dire à la maison. On le voit sur nos petits frères et nos petites sœurs, ils parlent le français. Et ils commencent à parler le djéo à partir de 12, 11 ans, 13 ans. Donc c'est sur une progression. Donc après, je ne sais pas pourquoi en fait on est dans dans cette phase-là. Claude, ici à Wallis et Futuna, il y a le wallisien, il y a aussi le futunien. Quelle est la situation aujourd'hui? Alors nous, on a de la chance, comparé à la Polynésie ou encore à la Nouvelle-Calédonie qui héberge énormément de dialectes et de langues vernaculaires. Nous, on a la chance, on en a deux vraiment principales à aborder au niveau du numérique. Et si je peux dire quelque chose par rapport à la perte culturelle au niveau des langues, c'est que oui, par exemple, moi je viens d'une famille futunienne qui s'est installée sur Wallis et j'ai appris le wallisien à l'école. Et c'est ce que je regrette. Je suis né ici, mais à la maison on parle en futunien tout le temps. Et c'est le wallisien que j'ai pu apprendre à l'école. Et c'est ce que je regrette un petit peu aujourd'hui en écoutant un peu les enfants à l'école. C'est qu'en effet, comme tu dis, maintenant ça parle français tout le temps. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on finit par petit à petit en perdre. Voilà. Marie-Michel, vous l'observez que la jeunesse maintenant elle parle un wallisien francisé ou un futunien francisé? En fait, si on regarde à peu près le public qui viennent beaucoup à la Mige, il y en a plusieurs qui mélangent soit les deux, ou il y en a qui parlent que en wallisien parce qu'ils sont plus à l'aise en wallisien pour exprimer on va dire leurs idées, leurs explications. Et il y en a qui sont plus à l'aise en français, qui vont plus apporter l'information auprès de moi en français. Mais sur les deux, quelquefois, je suis amenée à en parler en langue vernaculaire pour pouvoir apporter l'information pour que le jeune puisse comprendre aussi avec l'impact en fait de notre langue locale, d'où l'utilisation quelquefois de la langue wallisienne ou par quelques collègues la langue futunienne. Alors Jacques Vernaudon, du côté de la Polynésie française, c'est assez différent. Les jeunes ont encore un peu de mal à se réapproprier leur langue maternelle. C'est dû à quoi, selon vous? Comme dans les autres situations qui ont été décrites, c'est que les parents ont basculé sur l'usage quasi exclusif du français ou d'une variété locale du français pour s'adresser à leurs enfants. Et donc, les enfants ne sont pas exposés suffisamment aux langues polynésiennes pour pouvoir acquérir ces langues dans leur milieu familial. Donc, c'est un enjeu, et là, j'en profite puisque j'ai la parole. Aucune IA, aucune intelligence artificielle, aucun outil informatique ne remplacera jamais la transmission entre les parents et leurs enfants, entre les grands-parents et leurs petits-enfants dans la transmission des langues. Donc, parlez vos langues à vos enfants. N'ayez pas peur du bilinguisme. Grégory, est-ce que vous pensez qu'une intelligence artificielle peut permettre au moins de sauvegarder les langues en Nouvelle-Calédonie? Je suis très sceptique à ce sujet, donc c'est pour ça que je ne voulais pas réagir. Mais comment dire ça, le mot qu'elle a utilisé, c'est-à-dire bancariser, oui, c'est possible, mais une langue, elle a besoin en fait de son environnement. Et si elle change d'environnement, donc elle ne peut plus être utilisée, parce que c'est pas le même environnement. Donc ce que fait nos collègues en sociolinguistique en Calédonie, ils ont pu démontrer que la diversité des langues, elle varie selon justement l'environnement. D'où c'est pourquoi en fait on a plusieurs langues en Calédonie. Donc au sujet sur l'IA, oui, pourquoi pas le bancariser, mais je suis très sceptique sur le sujet si elle permet justement de le faire vivre. Voilà. Noui, au Marquise, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut motiver les jeunes Polynésiens à se réapproprier leur langue maternelle? Personnellement, je ne dirais pas que c'est grâce aux intelligences artificielles que la jeunesse pourra mieux apprendre les langues marquisiennes. Je rejoins l'idée de Jacques Vernaudon. Il faut que ça vienne de nos parents ou de nos grands-parents. Par exemple, pour ma part, la langue marquisienne m'a été transmise par mes grands-parents. Ils nous interdisaient de parler français à la maison et nous parler de manière exclusive en marquisien et de laisser le français à l'école. Et c'est comme ça que moi, avec mes frères et sœurs et cousines germaines, nous pratiquons à notre jeune âge, quand même, je peux le dire, encore la langue marquisienne, alors que pour d'autres, ils ont quelques difficultés. Donc,
l'intelligence artificielle, je pense, ne favoriserait pas l'apprentissage de la langue marquisienne. Parce qu'après, au marquise, ce qu'il y a de différent, ce sont les accents, la manière de le dire, qui a aussi une importance. Voilà. J'en ai vu certains rigoler un petit peu là, sur le plateau, Claude. Je vais apporter une réponse un peu différente en fait, à cette question. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas forcément de dire si l'intelligence artificielle est la solution en fait, à la sauvegarde en fait, de nos langues, mais ça serait plutôt de dire est-ce qu'elle peut aider à la sauvegarde. Et moi, je pense tout à fait qu'en fait, l'intelligence artificielle, comme elle existe actuellement, peut en effet sauvegarder toute une partie de la langue. C'est quelque chose de phonétique, de littéraire. Donc, c'est vraiment des choses qu'on peut numériquement sauvegarder et du coup avoir quelque part. Ensuite, si on parle de l'expérience de la jeunesse par rapport à l'intelligence artificielle, ce que je vois sur TikTok, sur Internet, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui se mettent à chanter des chansons wallisiennes, futuniennes, malgré qu'ils ne parlent pas forcément. Et même des gens qui ne sont même pas wallisiens. Ils finissent par essayer de copier le dialecte wallisien, tout simplement parce que la chanson est magnifique, elle est bien. Et pour moi, c'est une des ouvertures qu'on a pour justement sauvegarder cette partie de phonétique et littéraire de notre langue. Voilà. Jacques Vernaudon, l'intelligence artificielle sur laquelle vos équipes travaillent sera opérationnelle dans 2 ans. Elle regroupe les langues océaniennes. Elle consiste à quoi exactement? Alors, comme il a été dit, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Donc, l'idée, c'est d'avoir un outil qui nous permet d'écrire plus rapidement les propriétés grammaticales des langues. Donc, ça remplace pas la transmission intergénérationnelle, mais ça permet de produire des descriptions qui peuvent venir en appui, en particulier à l'école, de l'enseignement de ces langues. Et puis, il faut distinguer de l'intelligence artificielle aussi la question de l'archivage des données linguistiques qui sont recueillies sur le terrain. Et donc, on peut avoir des bases de données très importantes, y compris d'enregistrements anciens, qui nous permettent d'entendre des langues qui aujourd'hui ont disparu ou sont sur le point de disparaître. Donc, c'est important également d'avoir ces archives pour pouvoir éventuellement revitaliser des langues en difficulté. Une émission, comme vous le voyez, bénie des dieux. La pluie nous a rejoints. Akila, dites-moi, est-ce que vous avez envie de réagir déjà à tout ce qui a été dit un petit peu sur cette sauvegarde des langues? Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Effectivement, il y a une importance, je pense qu'il est important plutôt de numériser les archives. Il y a un travail qui a été fait là, depuis quelques années dans l'Hexagone, justement, où le patrimoine est numérisé pour pouvoir effectivement le conserver. Et ceci est d'autant plus vrai que les langues locales sont plutôt rares. Et le travail qui est fait, par exemple, à l'université par des groupes de chercheurs pluridisciplinaires, informatiques et linguistiques, permet de conserver à travers des applications numériques un site internet, permet de conserver effectivement ces langues à travers soit un phonétiseur par exemple. J'ai une collègue qui travaille sur un phonétiseur et qui permet de bien comprendre les prononciations en fonction des termes, en fonction des lettres, en fonction des mots. C'est un site internet qui permet ensuite de le partager avec des étudiants, des jeunes dans les écoles. Et puis on a un autre travail effectivement qui est fait par ma collègue sur un archivage du champ lexical kanak avec un objectif de science participative où chacun pourra alimenter effectivement cet outil numérique sur les langues kanak. Alors, si l'intelligence artificielle intéresse les linguistes en Polynésie française, eh bien, les jeunes Polynésiens utilisent les réseaux sociaux pour faire véhiculer leur langue. Oui, c'est le cas avec un de vos amis. Vous avez créé une page sur les réseaux sociaux où vous mettez en avant le Eo Enana, la langue marquisienne, à travers des vidéos ludiques. Quels sont les retours que vous avez auprès de la jeunesse marquisienne notamment? On va essayer, il y a un petit problème au niveau de la connexion. On ne vous entend pas, Noui. On reviendra avec vous sur cette question juste après. Alors, pour rester dans cette idée justement, Corinne, de l'intelligence artificielle, est-ce que ici, Marie-Michel, au Fénois ou à lycée Futuna, il y a déjà un travail qui est fait pour essayer un petit peu comme la Polynésie française ou encore Nouvelle-Calédonie, de commencer à travailler sur l'intelligence artificielle avec les langues wallisiennes et futuniennes?
Sur l'intelligence artificielle pour la conservation de la langue traditionnelle, j'en ai pas encore entendu parler. Mais à ma connaissance, il y a l'Académie des langues de Wallis et Futuna. Ils ont mis en place un dictionnaire de la langue wallisienne et futunienne qui vient récemment d'être mis en vente. Mais pour l'utilisation de l'IA, il n'y a pas encore eu de réflexion qui a été émise. Mais on va dire qu'on aura dans quelques mois un atelier qui se déroulera à l'université numérique qui va permettre à introduire qu'est-ce que l'intelligence artificielle et comment Wallis et Futuna peuvent l'utiliser pour pouvoir peut-être, comme les autres PTOM du Pacifique, conserver la langue, parce qu'étant donné qu'on est un peuple de voix orale, cela permettrait en fait de garder ce patrimoine-là, étant donné que ce sont nos anciens qui parlent vraiment cette langue très on va dire, très importante, et on n'a pas le même langage qu'on peut tenir au quotidien avec certaines personnes. Peut-être que ce serait une idée à mettre en place et que ce soit peut-être un jeune qui puisse développer cette idée-là. Merci beaucoup Marie-Michel. Alors, on reprend la direction des Marquises, l'archipel le plus au nord de la Polynésie française, où on retrouve Noui, notre invité par visio. Alors Noui, depuis la mise en place de votre page Hatupu'e qui met en avant la langue marquisienne, quels sont les retours de la jeunesse marquisienne? Donc par rapport à nos vidéos, donc on fait des vidéos sur l'apprentissage de la langue marquisienne, des vidéos courtes et dynamiques. Donc j'ai un retour vraiment pas que de la jeunesse, mais en tout cas la jeunesse est friande de ce genre de vidéos et de ce genre de contenu. Donc on me présente en tant qu'influenceuse, mais je suis également professeur de mathématiques au collège. Donc je suis au centre de la jeunesse. Hein. Et donc quand je retourne en classe, mes élèves me disent « Madame, nous avons vu tes vidéos, c'est vraiment bien, on a envie d'apprendre un peu plus ». Donc nos vidéos nous touchent non seulement la jeune génération, mais touchent toutes les générations. Partout où je vais sur l'île, on me sollicite, on me demande encore et encore de continuer à faire de telles vidéos, puisque ça permet non seulement aux jeunes, mais aux parents aussi, d'apprendre la langue marquisienne ou même d'approfondir la langue marquisienne. Donc les vidéos nous ont permis vraiment de promouvoir la langue marquisienne, non seulement dans l'archipel des Marquises, mais je dirais presque que ça atteint les frontières de la France métropolitaine, puisqu'on a des retours de la France métropolitaine ou des personnes marquisiennes d'origine qui n'ont pas grandi dans la langue. Et finalement, qu'est-ce qui a fait, Noui, que vous avez décidé de mettre en place cette page sur les réseaux sociaux? Donc la page Hatupu'e existe depuis août, mais nos vidéos existent depuis le 14 avril dans une envie de redynamiser la page. Au début, on n'avait pas conscience de l'impact que nous avons eu, puisque c'était juste faire des vidéos. Et l'objectif de Mani et moi-même, c'était de faire une vidéo sur la langue marquisienne. Et nous avons vu, après les 2-3 premières vidéos, une envie grandissante de la population. Et donc, nous avons continué à faire ce genre de vidéos. Et nous avons fini une saison 1. Et nous attaquons une saison 2, si on peut dire ça comme ça. Grégory, une vidéo faite par des jeunes pour le Djéou, ce serait possible en Nouvelle-Calédonie? Oui, ce serait possible, parce qu'il y a énormément de locuteurs qui vivent sur l'IFU. Après, bien sûr, il y a toujours la question de la pertinence de le faire en Djéou. Mais l'année dernière, il y a eu énormément de vidéos qui ont circulé l'année dernière ou l'année d'avant sur les semaines culturelles de Jules Garnier, où il y avait bien sûr le Djéou et le Nengone sur les danses, sur les chants. Donc c'était bien sûr super intéressant. Donc après, il y a toujours la question de la pertinence. Et donc, en effet, l'intelligence artificielle, finalement, pour sauvegarder les langues, mais malheureusement, comme plein de choses sur le numérique, elle a ses limites. Claude, quelles sont les limites que vous pouvez observer de l'utilisation de l'intelligence artificielle auprès de vos jeunes? Alors, pour l'instant, c'est-à-dire que
nous, dans le cadre scolaire, au niveau de l'intelligence artificielle qui existe maintenant depuis à peu près 2-3 ans, à peu près pour ChatGPT par exemple, on peut voir que il y a pas mal de... Les jeunes, comme d'habitude, prennent l'outil et se l'approprient assez rapidement. Des fois, dans mon cours, ils ont quelques exercices de rédaction à faire. Et par moment, en corrigeant leurs devoirs, on peut voir très rapidement que c'est du ChatGPT. Ils vont utiliser un certain lexique, un certain langage, un certain développement qui n'est pas en leur capacité pour l'instant. Donc je trouve que c'est quelque chose encore d'assez compliqué de savoir où se trouve la limite pour l'instant pour nous, sachant que l'intelligence artificielle se développe toujours et continue d'apprendre. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va réaliser un peu plus tard. Aquila, les risques, que l'humain reste à sa place et l'intelligence artificielle également, c'est important pour les jeunes surtout. Oui, tout à fait. Alors moi, je donne un cours sur les compétences informationnelles et sur la recherche d'informations dans les méthodes traditionnelles, mais aussi avec l'IA. Et l'objectif, c'est de développer la capacité critique, effectivement, des étudiants. C'est ça qui est le plus important, parce que l'IA, voilà, le jeu de questions-réponses, c'est pas ça qu'on veut développer chez un étudiant. C'est plutôt apprendre à réfléchir, à structurer l'information aussi. Ça, c'est un gros souci. C'est un peu un impact du numérique, puisque dans leur fil d'actualité, ils ont de l'information, ils ont du divertissement qui est au même niveau. Donc ils ont du mal à mettre de l'importance sur une information qui devrait être plus importante. Donc, et je pense que ce sont les enjeux de démocratie qui sont importants à voir, en tout cas par l'utilisation de l'IA, mais aussi par la capacité à réfléchir, à structurer l'information, à avoir un esprit critique. Les enjeux de démocratie et de citoyenneté, parce que l'information est une vraie valeur. Alors Michel, on parlait du numérique, peut-être pour apprendre aux jeunes à faire attention lorsqu'on est sur Internet. Est-ce qu'en Polynésie française, dans 2 ans, dans quelques années, on va créer l'école du numérique? Est-ce que vous pensez qu'il serait bien de le faire également à Wallis et Futuna? On va dire que avec mes collègues de l'université numérique, il y a eu quelques étudiants en fait qui ont fait des études à distance sur l'audiovisuel, tout ce qui tient du numérique. Peut-être potentiellement s'il y a des jeunes du territoire qui seront intéressés sur cette idée-là de mettre en place une structure dédiée au numérique. Si on a les moyens pour pouvoir faire cette structure-là, ce serait vraiment super, surtout pour un territoire qui est vraiment éloigné de la métropole. On le voit quand même ici sur le territoire de Wallis et Futuna, des avancées autour du numérique, puisqu'on a depuis peu une université numérique qui permet aux jeunes qui n'ont pas forcément la possibilité de partir hors du territoire pour aller étudier, de pouvoir étudier sur place. Vous avez des jeunes qui venaient à la Mige. Est-ce que finalement cette université numérique a eu ce grand succès? Pour vous dire que l'université numérique a fait face à un succès, parce que on peut le constater avec le nombre d'étudiants qui ont été diplômés récemment par notre structure du CITAS. Et on peut aussi appuyer avec cette arrivée du numérique sur le territoire que la Mige aussi a été équipée avec des fonds européens qui, grâce à cela, on a pu avoir une cyberbase vraiment équipée d'un matériel vraiment important où nous, on peut les mettre aux besoins de la jeunesse, mais on a aussi un matériel de visioconférence qui est super top, qui permet aussi de tenir des visioconférences entre la Nouvelle-Calédonie, l'Australie, avec les consulats de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et grâce à ce matériel numérique-là, permet en fait à notre jeunesse de pouvoir trouver en fait une issue de formation. Ça veut dire que le numérique a aussi ses avantages très importants pour nos 2 territoires. Si je pouvais rajouter quelque chose. Moi, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose qui a énormément d'enjeux, c'est-à-dire les enjeux numériques sont énormes. On voit que Tahiti et la Polynésie sont à fond là-dessus. La Nouvelle-Calédonie, je ne suis pas sûr qu'ils en manquent également. Donc, je trouve qu'on est quand même à une période où c'est très important de se lancer dans le numérique. Comme Michel le dit, on a des jeunes qui sont passionnés et qui peuvent se lancer là-dedans. Tout ce qui leur manque, je pense, c'est justement les projets. Les projets de création de sauvegarde par intelligence artificielle, les projets de développement de langue, les projets de développement culturel. Je sais qu'il y a eu des jeux interactifs
interactifs, ludiques, pour apprendre les danses culturelles. C'est des manières, encore une fois, de redonner cet héritage culturel à nos plus jeunes qui comprennent qu'à travers le numérique actuellement. Du coup. Mais il faut encore avoir les moyens et c'est ce qui manque apparemment. C'est ça. Il nous manque du cerveau et des moyens. Est-ce que justement les jeunes wallisiens aujourd'hui sont en attente, demandent à faire partie de... Il me semblait, moi j'étais dans l'audiovisuel, j'ai été passionné très jeune là-dessus. Et il me semblait qu'à cette époque-là, vers les 2012-2013, on est encore sur l'arrivée de la DSL, où vraiment peu de gens comprenaient réellement qu'est-ce que c'est que le média, la création de contenu, dans cette ère où l'Internet venait à peine d'arriver. Et vraiment aujourd'hui, on a la capacité, on a les moyens, techniques d'avoir accès à plusieurs outils qui nous permettent de développer nos jeunes plus rapidement. Mais surtout de développer notre culture au travers du numérique plus rapidement également. Merci beaucoup Claude. Alors on reprend la direction de la Polynésie. Jacques Vernaudon, l'intelligence artificielle, comment protéger les jeunes face aux dérives? Vaste question. Je pense qu'il faut d'abord considérer l'intelligence artificielle pour ce qu'elle est. C'est un outil et donc il faut aider les jeunes à maîtriser cet outil et à en comprendre à la fois les limites et les horizons qu'elle permet d'ouvrir. Merci beaucoup Jacques Vernaudon pour ces précisions. On l'aura compris, le numérique a une place importante aujourd'hui dans la vie des Polynésiens, un moyen efficace et surtout nécessaire pour préserver la culture Yousra. Tout à fait Corinne, et avant de passer à la troisième partie de cette émission consacrée à la valorisation de nos cultures, Shaima, vous allez nous faire découvrir l'électrofusion. Oui, Yousra, on ne parle pas de numérique, mais de musique électronique à présent, avec ce clip de Djinou et Rémi Mej, une fusion des cultures entre chant traditionnel kanak et électro. Regardez.
Retour à Mata-Utu avec cette expérience originale à présent, une expérience qu'ils ont transformée en succès mondial. Ce sont deux Calédoniens installés à Montréal. Thierry Bourra et Philippe Criffaut ont créé un jeu vidéo sur console. Chia, c'est son nom, un jeu vidéo encensé par la critique. Particularité, l'héroïne est kanak, elle est à la recherche de son père. Un jeu en grande partie conçu en langue géou. Le reportage de Merapi Productions pour les premières. L'aventure au bout des doigts, ou plutôt du joystick. Avec Chia, on vole, on nage, on se bat un peu, on entend du dru, tout ça dans un jeu vidéo. Derrière cette innovation se cachent deux Calédoniens, Phil Criffaut et Thierry Bourra, qui, après plusieurs années d'efforts et de développement, ont enfin sorti ce jeu, Chia, en mars 2023. Un hommage à leur terre natale, qui est très vite devenu un succès dans le monde vidéoludique. En une trentaine d'années, la culture du jeu vidéo a gagné le monde entier, au point de devenir plus importante en chiffre d'affaires que le cinéma. Thierry et Phil, les créateurs du jeu Chia, ont bien sûr eux aussi été des joueurs acharnés pendant leur jeunesse calédonienne. Plus jeune, ouais, je jouais beaucoup. Je pense que c'est le lien fort qu'on a eu avec Philippe, que je connais depuis quasiment toujours. Donc on a joué à pas mal de choses. Ouais. Passionnés par l'univers vidéoludique, comme beaucoup de Calédoniens, ils ont été obligés de partir pour vivre leur passion. Hey everyone, we are Awaseb. Les deux amis créent une société, Awaseb, en clin d'œil à leur terre calédonienne. En 2022, les Calédoniens s'installent à Montréal, la capitale du jeu vidéo, pour mettre en place leur grand projet. Un jeu d'aventure qui a pour décor la Nouvelle-Calédonie. Un monde ouvert, très bac à sable, très physique, très tactile, où on peut explorer, découvrir des endroits tout en interagissant avec des personnages et des objets du décor. C'est un jeu qui est très généreux dans ses mécaniques et ce qu'il propose et qui est vu au travers des yeux d'une petite fille qui s'appelle Chia et qui va partir à l'aventure pour sauver son père et découvrir un univers fictif très inspiré par la Calédonie dans ses paysages et ses cultures, ses musiques et ses légendes et son folklore. Pour construire le jeu, toute l'équipe se rend à Lifou. Un voyage initiatique avec la volonté de faire entrer la culture des îles Loyauté dans l'univers vidéoludique. Une immersion qui passe par la musique et la langue. Thierry et Phil y tenaient beaucoup. J'ai pas fait que la traduction. J'ai fait la traduction, j'ai doublé un personnage et on a fait aussi un chant aussi dedans. Bon moyen de pouvoir partager la culture à travers la langue de Djehou aussi. Ouais, c'est tout, j'aime. 1 million en l'espace d'un mois, 1 million de joueurs, c'est énorme. Donc oui, accueil critique formidable, accueil du public également. Donc là, effectivement, c'est un véritable succès et je pense que maintenant, le studio a acquis une certaine notoriété qui fait que bien d'autres éditeurs, d'autres constructeurs vont évidemment avoir un œil très assidu sur ce qu'ils vont faire prochainement. Ouais. On y croyait jusqu'au bout, mais il y a des moments où on boitait un petit peu. Mais je pense que ça va. En fait, je pense qu'on croyait vraiment au projet. Autour du projet, évidemment, c'est parfois dur. Mais voilà, le projet, il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Et voilà. Nantis de ce premier succès vidéoludique, Phil et Thierry ont bien l'intention de continuer sur leur lancée. Mieux faire connaître leurs cailloux à travers une manette de jeu. Devenue grande, Chia est prête à conquérir le monde.
Fernandon, alors une manette de jeu pour mieux faire connaître la tradition polynésienne, est-ce que ça pourrait faire partie de vos projets à l'université? Oui, bien sûr, ça pourrait être un développement, mais nous, on se concentre justement sur la création des bases de données et des archives à partir desquelles ensuite peuvent être développées de nouvelles ressources. Donc il y a plusieurs étapes en fait, et la partie, disons, conservation, description est une étape indispensable pour avoir ensuite des matériaux de haute qualité qui peuvent être ensuite déclinés sous des formes plus ludiques, y compris des formes pédagogiques d'ailleurs utilisables dans les écoles. On va poser la question à Aquila, on vient de le voir. Aquila, Chia, c'est un jeu qui valorise donc la culture kanak, puisque ça se déroule à Lifou, en terre de Jéhu. Est-ce que le numérique, selon vous, est véritablement au service de la culture? Oui, tout à fait. Le numérique peut permettre... alors là, il y a les deux facteurs. Il y a à la fois le côté ludique. On sait très bien que les jeux vidéo fonctionnent très très bien, effectivement, auprès des jeunes. Et puis, il y a le côté local, donc local avec une identification des personnes, une adhésion directe, justement, au jeu. Donc ça marche forcément bien. Et le numérique peut vraiment être au service, effectivement, pour montrer que dans l'espace public, il y a aussi d'autres voies, d'autres cultures que la culture, disons, dominante européenne. Et ça, c'est important, ça. Parce que cette valorisation, ça aussi, ça va dans le sens, effectivement, de l'estime de la culture, que ce soit individuel, que ce soit collectif. Et ça peut encourager à développer davantage, effectivement, ces actions au sein de l'espace public. Selon vous, le numérique est un levier pour renforcer la culture et surtout la diffuser au-delà des frontières, sachant que nos traditions sont tout de même orales. Vas-y, je t'en prie. Totalement. C'est-à-dire que la preuve, on a un canal qui est le jeu vidéo qui distribue quoi? De l'image, de la musique, de la langue. Oui, la réponse c'est même un grand oui. On a, que ce soit à travers le jeu vidéo, le cinéma, la musique, le livre, tous les canaux, numériques ou pas d'ailleurs, pour moi sont essentiels au développement de la culture, en tout cas aujourd'hui. Grégory? Je rejoins ce que dit le camarade. Oui, bien sûr, qu'on peut le voir avec Chia et même par exemple sur d'autres plateformes. Moi, je suis beaucoup, par exemple, quelqu'un qui vient de la Polynésie, Tigro des îles. Il est super. Il montre, comment dire ça, une autre image en fait de ce que veut montrer en fait les cartes postales. Il montre la réalité de ce que les gens vivent. Moi, je préfère suivre quelqu'un comme ça que regarder d'autres images qui nous montrent plutôt, comment dire ça, les hôtels et pas la vie des gens de la Polynésie. Donc moi, je suis souvent cette personne, mais bon. Et bien sûr, je rejoins ce que tu dis. C'est super intéressant et ça permet en fait d'exporter en fait nos savoirs et de montrer que on existe dans ce monde. Là, via ce jeu vidéo, par exemple, Chia, bon, il y a peut-être un côté chauvin parce que c'est Jéhu, oui. Mais est-ce que ça permet d'avoir une vraie visibilité du coup de l'île? De l'île, oui, pas de la Calédonie. Donc, j'ai pas regardé le jeu, mais juste en disant que c'est sur l'Ifou, oui, on donne une visibilité à l'île, mais c'est, je sais pas, peut-être qu'il y a des images en fait de la Calédonie entière, on peut le voir sur Borail, mais là on se fixe sur la langue Jéhu. Mais en Calédonie, il y a plusieurs langues. Donc, bien sûr, il faut faire des choix. Ils ont dû faire des choix, ils ont fait le bon choix. Donc, c'est la langue la plus parlée. Donc, voilà. Et Tia veut dire racine. Et enfin, plutôt poussée. Direction les Marquises, on espère que la connexion sera bonne cette fois-ci. Alors, oui, le haka marquisien, la danse de l'oiseau, dans un jeu, est-ce que ça pourrait être faisable? C'est bon? C'est bon, t'entends. Ok, donc je disais que, étant dans l'ère du numérique et que c'est par les jeux que la nouvelle jeunesse apprend, donc un jeu vidéo à l'image de Tia en langue marquisienne serait très intéressant et je pense même que la jeunesse jouera à ce jeu, ça leur permettra de s'amuser tout en apprenant la langue marquisienne. Je pense que oui, un haka ou un hakamanu dans un jeu vidéo ou un jeu vidéo en langue marquisienne sera très intéressant et va permettre de promouvoir et faire apprendre la langue marquisienne. Merci beaucoup, Noé. Marie-Michel, à Wallis et Futuna, vous voyez bien un peu un jeu. Bon, votre culture, elle est aussi vaste aussi comme la culture polynésienne, mais vraiment valoriser la culture wallisienne à travers un jeu.
ce serait bien pour la jeunesse wallisienne. On va dire que je rejoins on va dire, notre famille des îles Marquises. Ce serait super intéressant, surtout aussi pour notre territoire, valoriser, toujours conserver et aussi transmettre à travers ce jeu-là les valeurs de nos anciens du territoire. Et ça serait pas mal aussi, comme c'est l'ère du numérique, au lieu que toute la jeunesse du territoire soit sur Call of ou sur PUBG, qu'ils soient sur un jeu un peu plus... Ce sont on va dire des jeux vidéo en ligne. Et ce sera peut-être une meilleure idée en fait de les initier localement sur tout ce qui dit tradition. Et s'ils ne vont pas au Tawassou ni au rassemblement de jeunes sur le territoire, peut-être que virtuellement ils s'y rendront éventuellement. Il faudrait les motiver. Comment les motiver justement? Énormément de formes. C'est-à-dire qu'on parlait de la danse tout à l'heure, vous connaissez Just Dance, c'est quelque chose d'assez interactif, on pourrait imaginer des versions apprenant la danse tahitienne, le Ori Tahiti ou bien le Sormako. Ça peut exister sous forme de jeux de stratégie, par exemple un tressage de panier très simple. C'est des jeux qui font vivre énormément, qui passionnent non seulement les gens de la culture, mais surtout ceux qui ne vivent pas dans cette culture-là et qui trouvent la culture du Pacifique fascinante. Je pense, dans les 1 million. Et ça pourrait booster après un peu éventuellement un tourisme peut-être éventuel sur le territoire, étant donné qu'on est sur la stratégie du tourisme durable sur Wallis et Futuna. Ça pourrait impulser l'étranger à venir et découvrir avoir vraiment, plus de visibilité à l'international. Et voir qu'est-ce qui se passe vraiment sur le territoire au lieu d'être derrière son téléphone à regarder le jeu, comme disait Junior. Comme le disait Grégory, ne pas s'arrêter à la carte postale. Akila Nedjaguer, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication. De quelle façon le numérique a modifié nos façons de vivre et de penser? Vaste question. Le numérique, alors, il faut aussi se préserver d'avoir une vision déterministe. Le déterminisme technique, ça veut dire que c'est l'idée que les technologies numériques vont profondément modifier la société et les relations entre les individus. Je ne pense pas. On n'est pas, voilà, il faut éviter d'avoir ces idées-là, sachant quand même qu'il y a des modifications effectivement d'un point de vue relationnel, d'un point de vue pratique au quotidien, et particulièrement dans les périodes où on a subi du confinement, période de Covid, l'année dernière pendant les émeutes. On augmente nos usages au numérique, notre consommation numérique. Parfois, ça peut aussi créer des projets justement grâce au numérique dans ces périodes effectivement où on ne fait pas autre chose, on n'est pas à l'extérieur. Et donc, on développe aussi un petit peu de créativité justement avec... on a le temps, on va aller chercher les tutos, on va effectivement se connecter avec des personnes nouvelles justement autour du numérique. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le numérique finalement représente une menace aussi pour la préservation de nos cultures et de nos traditions? C'est les questions. Alors le numérique, les outils numériques, ils transportent avec eux des caractéristiques sociales, culturelles. C'est-à-dire que quand vous utilisez le numérique, vous transformez un peu la réalité en fonction de l'outil. Et ça, il faut le savoir. Donc, ce n'est pas la réalité telle qu'on la voit, en fonction effectivement des réseaux, en fonction des outils. Les outils numériques charrient avec eux une certaine vision aussi qu'il faut prendre en compte. Puis le deuxième risque, je pense que c'est lié aussi... Quand on fait, par exemple, on filme des rituels, par exemple, on enlève un peu de sacralité, je pense. Et les anciens sont très sensibles à ça, à cette sacralité. Et c'est un peu un risque de diffuser à outrance, de diffuser en permanence, en enlevant effectivement un petit peu de ce sacré auquel tiennent effectivement davantage ce privilège, effectivement, de ces moments intenses en présentiel. Et qu'on enlève un petit peu avec le numérique. Jacques Vernaudan, le numérique peut transformer la vérité. Est-ce que vous partagez également l'avis de votre consoeur, Akila?
On a de nouveau un petit souci au niveau du son. On va poursuivre. On reviendra vers vous, Jacques Vernaudon, dès que la liaison sera rétablie. Alors, Marie-Michel, les outils numériques, on l'a dit, on le répète depuis le début de cette émission, sont un bon moyen pour préserver la culture. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste à Wallis et Futuna pour faire véhiculer un peu la culture wallisienne à travers le monde? Qu'est-ce que, selon vous, puisque vous travaillez avec des jeunes? En fait, il n'y a pas grand-chose parce qu'on a tous les outils présents sur le territoire. Qu'est-ce qu'il reste alors aujourd'hui? Les moyens? Le moyen humain plutôt. Le moyen humain, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui partent en fait se former à l'extérieur et qui ne reviennent plus. Et c'est dommage parce que ces connaissances-là qu'ils ont pu acquérir durant leur parcours supérieur à l'extérieur, ils auraient pu revenir sur le territoire pour enrichir, à vrai dire, la vie du territoire et pouvoir apporter des solutions et non critiquer de l'extérieur notre île et les habitants. Mais ça serait super s'ils revenaient sur le territoire pour apporter quelque chose de nouveau. Parce que nous, on est là, on est de la même génération. On est parti dans les années 2015-2016 et là, on est revenu sur le territoire pour trouver une issue d'insertion. On a réussi pour apporter une pierre à l'édifice du territoire. On essaie de faire le maximum, mais si on a plus de jeunes qui reviennent pour pouvoir, comme les jeunes de la Nouvelle-Calédonie, développer un jeu ou autre chose, ça serait super pour nos îles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, Claude ? C'est-à-dire que oui, mais je vais nuancer un petit peu dans le sens où oui, en effet, les jeunes ne reviennent pas. Mais il y a peut-être des raisons plus profondes, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, si on parle de potentiel, tel que je connais notre génération, en vrai, si on parle de celle-là, on a énormément de jeunes qui ont du potentiel, qui sont en train d'étudier dans plusieurs différents domaines qui comptent, qui pourraient compter énormément pour ce territoire, mais qui ne reviennent pas, en effet. Voilà. Jacques Vernaudon, là, ça y est, la connexion est rétablie du côté de Tahiti. Alors, Jacques Vernaudon, le numérique peut transformer la réalité. Est-ce que vous partagez l'avis de votre consoeur calédonienne? Ce sont autant de choses qui ne sont pas transmises à travers le numérique directement. Donc oui, de ce fait-là, c'est déjà une version, disons, limitée du réel. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument maintenir les pratiques réelles en même temps qu'elles sont documentées, décrites et enrichies et disons, valorisées à travers des pratiques du numérique. Mais elles ne les remplacent pas, elles viennent en complément. Merci beaucoup Jacques Vernaudon pour ces précisions. Le numérique qui permet de conserver le patrimoine avec, vous l'avez dit, Akila, la numérisation des archives, qui est un exemple qui est très important. Est-ce qu'il existe, Akila, aujourd'hui d'autres projets numériques qui pourront être... Est-ce qu'on peut penser à d'autres projets numériques qui pourront être au service de la culture? On peut faire pas mal de choses. Je pense que c'est ce qui se passe au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Par exemple, on peut très bien mettre en place des cartographies participatives où on peut repérer les lieux effectivement culturels importants avec des traditions pour justement garder disons ces traces, ces lieux qui sont importants à travers cette cartographie. Alors c'est vrai que moi je ne travaille pas directement sur ces questions-là, mais je sais qu'à l'université il y a tout un travail de préservation. Alors en termes de valorisation, c'est encore autre chose, effectivement, il y a encore du travail à faire. On s'est aperçu là, dans le cadre d'une étude qu'on a faite récemment, 2021-2023, le projet SPAR, on a interrogé un certain nombre d'étudiants. Notre corpus, c'était les étudiants de l'Université de Nouvelle-Calédonie, Nouville, Bako et puis au Vanuatu. On s'est aperçu qu'en fonction du territoire, les pratiques, les savoirs traditionnels étaient plus ou moins conservés. C'est-à-dire qu'à Bako, effectivement, dans la province nord, ils continuaient encore à pratiquer un peu plus
en milieu rural qu'en milieu urbain. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore administré le questionnaire là, auprès des étudiants de Nouville. On leur pose la question, pourquoi effectivement, qu'est-ce qui vous gêne pour pratiquer? Alors les pratiques, elles étaient très variées, très diverses. On a posé un certain nombre de questions. C'était sur la pêche, la chasse, les chants, voilà, les danses, la cuisine. Et voilà. Et le problème, c'est que ce sont les modes de vie, effectivement, disons plus modernes, qui empêchent effectivement de continuer à perpétuer en fait les cultures, les savoirs traditionnels, et qu'en matière de transmission, très peu passait par le numérique. Ça se passait uniquement par l'oral, principalement par l'oral, très peu, effectivement, partagé au sein de la communauté, mais partagé aussi avec les autres communautés. On avait très peu, effectivement, de connexion sur le numérique. Donc il y a encore pas mal de choses à faire, ne serait-ce que pour partager ces savoirs et ces pratiques traditionnelles. Décidé de faire l'étude juste après le Covid. Comme avec le Covid, on a donné du temps en fait, à être ensemble à la maison. Et en fait, c'est le fait d'être ensemble qui a favorisé en fait, justement la transmission des savoirs et des pratiques traditionnelles. Donner du temps et donner en fait, l'espace pour pouvoir pratiquer. Et c'est ça qui a fait que, bien sûr, on a eu des résultats assez positifs justement sur ce genre de questions. Claude-Marie Michel, est-ce qu'il existe des projets numériques ici au service de la culture au Fénois ? À votre connaissance? À ma connaissance, pour l'instant, non. À part le service de la culture, il me semble, qui sont sur la mise en place de leur site web, que je trouve vraiment pas mal. Peut-être la mise en place de certains profils Instagram qui se dédient à la culture. Et bien sûr, je pense ma classe média qui va essayer, bien sûr, justement, de j'allais vous demander, est-ce que vous avez des projets avec votre classe au sein du collège? En effet, là, c'est une section qui est toute nouvelle, donc du coup, déjà, on forme. Et ce qui serait intéressant, c'est de réussir à les faire travailler sur de vrais outils. Là, par exemple, pour l'événement de Croix du Sud de l'armée qui est venu il y a 1 ou 2 semaines, on a fait un petit documentaire tout autour de l'événement et nous avons fait une brochure de présentation en fait, de Wallis et Futuna pour eux, que nous sommes en train de tourner en site web. Donc du coup, ça marche également par l'éducation et la formation des jeunes à la création de ce type de contenu. Et ce module-là, par exemple, il est visible par tous ou uniquement ici? Lequel de module? Par rapport à l'exercice Croix du Sud. Vous parlez du documentaire? Oui. Est-ce que c'est visible uniquement ici ou est-ce que c'est visible par... Pour l'instant, on crée du contenu. Pour l'instant, on n'a pas encore un canal de diffusion. Donc voilà. C'est en projet. C'est du contenu qui dort pour l'instant. Et vous ressentez une réelle attente de la part de la jeunesse wallisienne? Une attente. Le défi aujourd'hui, c'est qu'avec une jeunesse qui a un accès perpétuel aux médias, en fait, ils ne réalisent plus vraiment en fait, l'importance de savoir créer réellement. Ils mettent de la créativité, ils mettent du travail. Donc je pense que la motivation, elle est toujours là bien sûr, mais elle a quand même changé par rapport à notre génération qui du coup ne connaissait vraiment rien aux outils numériques, par exemple. Et vous, Marie-Michel, au sein de la MIGE, est-ce qu'il y a des projets pour favoriser ou en tout cas pour préserver, sauvegarder la culture, nos traditions? On n'a pas de projet avec cet objectif-là, peut-être éventuellement y réfléchir pour plus tard. Mais ce que nous, on a proposé depuis l'année dernière, c'est faire bénéficier l'île Sœur Futuna de subventions pour pouvoir s'équiper informatiquement pour qu'eux, de leur côté, ils puissent offrir en fait un outil auprès de cette jeunesse-là qui est vraiment plus éloignée que Wallis. Alors aujourd'hui, oui, c'est vrai que l'un de nos gros soucis actuellement dans la création de formations médiatiques ou numériques, c'est l'accès aux outils. C'est très dur d'en avoir. Surtout que lorsqu'on travaille dans l'audiovisuel, comme vous devez le savoir, ça demande un certain budget et ce qui demande une stratégie numérique au niveau du territoire. Donc je ne sais pas comment ça se passe de ce côté. Et nous avons Jacques Vernaudon de Polynésie qui souhaite intervenir sur ces questions-là. Jacques Vernaudon, on vous écoute. Oui, je voudrais parler un petit peu de la base Anavevo, qui est une base qui est hébergée à l'Université de la Polynésie française, qui est animée principalement par la Maison des sciences de l'homme du Pacifique, dans lequel en fait, on a des enregistrements qui sont archivés de personnes qui parlent dans leur langue locale, donc dans les différentes langues polynésiennes, et qui racontent leur vie, qui racontent des légendes, qui racontent des récits,
Et l'enjeu, c'est tout simplement d'aller à la rencontre de ces gens-là, de les enregistrer et d'archiver durablement ces enregistrements qui pourront être réécoutés dans 20 ans, dans 50 ans, dans un siècle. Et ça ne nécessite pas beaucoup de matériel, ça nécessite un bon enregistreur numérique, audio je veux dire, et ensuite des bases de données sur lesquelles on peut archiver durablement ces enregistrements. Et je peux vous assurer que dans 20 ans ou dans 50 ans, ces enregistrements auront une valeur énorme parce qu'ils permettront de témoigner d'un temps qui aura changé, évidemment. Donc, ça sera pour les futures générations un témoignage sur ce qui s'est passé au temps de leurs aïeux. Vous considérez que c'est un véritable levier là, pour renforcer la culture? Pour la renforcer, je ne sais pas, en tout cas pour en conserver des morceaux qui pourront être réagencés, réinvestis par la future génération, et qui en fera ce qu'elle voudra, mais au moins elle aura une assise. Imaginez que si nous avions aujourd'hui des enregistrements de textes en marquisien ou en djévou recueillis il y a un siècle, nous serions très heureux. Il faut se projeter de la même manière en recueillant aujourd'hui des choses qui existent encore, qui sont encore transmises parmi les personnes souvent les plus âgées avant qu'elles ne nous quittent et que nous pouvons conserver pour les siècles à venir. Aujourd'hui, comment affiche-t-on son identité sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez une réponse à cette question-là un peu générale par rapport aux jeunes que vous côtoyez? Est-ce qu'il y a une volonté d'afficher aujourd'hui son identité sur les réseaux sociaux, par exemple? Afficher son identité, je dirais pas, mais se produire en image sur les réseaux, oui. C'est-à-dire que pour moi, il y a une partie du fond de l'utilisation de ces réseaux qui se perd un petit peu, enfin qu'on manque un petit peu. Donc oui, je pense que c'est plus de la production que de l'utilisation, enfin de la présentation de son image. Une exposition en fait. Une exposition de la vie quotidienne, une exposition de leur activité sur le territoire plutôt, et non une diffusion de l'identité. Akila, justement, sur cette identité, qu'est-ce que vous avez à dire sur cela, vous qui enseignez à des étudiants? Sur le territoire calédonien, effectivement, ce sont plutôt des individualités qui vont s'exprimer sur leur vie quotidienne. Mais c'est très compliqué en Nouvelle-Calédonie parce que les identités culturelles, elles sont imbriquées avec les identités politiques. Et du coup, avec cette période très sensible... Oui, justement, on l'a vu ça pendant les émeutes, cette émergence des hashtags un peu identitaires. Voilà, des hashtags identitaires liés plutôt au drapeau. Plutôt qu'à une véritable culture qu'on pourrait voir avec des signes particuliers. Donc il y a une vraie imbrication effectivement entre identité culturelle et identité politique. Et c'est très difficile. Et ce sont plutôt effectivement des individualités qui vont s'exprimer. Il n'y a pas vraiment de groupe. Alors il y a eu des groupes effectivement, des groupes sociaux fermés, ouverts, qui ont pu peut-être, mais on ne les a pas. Vous souhaitez réagir, vous, Grégory, sur cette question-là? Sur les risques de montrer son identité sur les réseaux en Calédonie. Donc quand tu es jeune, tu es diplômé, tu veux avoir une carrière. Si tu veux montrer ton identité, qu'elle soit communautaire ou même politique, c'est risqué. Donc j'ai eu l'occasion d'être invité à 2 reprises sur d'autres plateaux, mais j'ai refusé justement pour ne pas être mis dans un sac. Il est comme ça, il fait partie de... Donc pour moi, c'est absurde. Donc bien sûr, le numérique a quand même bien sûr ses risques sur la liberté. Parce que vous aviez le sentiment que c'était un danger? Oui. Je sentais que c'est un danger parce que tu vois tout de suite sur l'exemple, quand il y a un jeune qui prend la parole sur les réseaux, on le cadastre tout de suite sur un rôle ou sur un parti politique ou sur autre chose. Alors qu'il voulait juste, donner un avis. Oui, on va vite stigmatiser l'individu. Corinne, pardon. C'est pour ça que, effectivement, pendant la période des émeutes l'an dernier, les visages étaient souvent floutés dans les reportages télévisés, chose qu'on ne voyait pas auparavant. Donc, effectivement, il y a un risque d'exprimer son identité de plus en plus. Corinne, je vous propose qu'on rejoigne Louis. On rejoint Louis du côté des Marquises. Alors, Louis, vous êtes influenceuse sur les réseaux sociaux, les critiques. Comment est-ce que vous vivez cela? Donc, comme je disais, influenceuse, c'est un bien grand mot. Ça fait pas longtemps que j'ai une certaine visibilité par rapport à nos vidéos que nous faisons. Personnellement, dans ma vie de tous les jours, c'est normal. Mais cependant, par rapport aux critiques, on a reçu quand même quelques critiques
pas forcément par rapport à l'image, mais par rapport au contenu que nous avons, surtout l'apprentissage de la langue marquisienne, où on va différencier des parlers du nord et du sud pour nous. Donc ce qu'il faut, c'est un bon entourage et voilà, avec qui parler et parler de ses craintes, parler des critiques que l'on peut rencontrer dans les commentaires et être préparé à recevoir des critiques. Pour conclure, peut-être un mot avec vous, Akila Nedjaguer. Est-ce qu'on a suffisamment de recul aujourd'hui sur l'usage des réseaux sociaux? Il faudrait faire des enquêtes, effectivement, et je pense qu'il n'y a pas suffisamment des enquêtes. Ça dépend sur quoi exactement l'usage des réseaux sociaux dans sa vie quotidienne, sur les impacts en termes de santé mentale, de santé physique, ça. Il y a des enquêtes, il y a des études qui ont été faites. Et même sur le territoire en Nouvelle-Calédonie, on a quelques enquêtes. Mais il y a nécessité quand même d'un accompagnement, parce que cet accompagnement peut manquer. Je pense qu'il y a un accompagnement en éducation numérique, mais éducation média aussi, ça c'est très important. Donc effectivement, il y a eu des études, ça c'est sûr, chez nos voisins anglophones là-dessus. Et voilà, on retiendra ça, l'éducation numérique qui est indispensable. Ce sera donc le mot de la fin. Et Yousra nous a rejoint pour la fin de cette émission. Yousra. Et oui, tout à fait. Une émission qui a rassemblé 3 territoires, 3 réalités, mais avec une volonté commune, celle de faire du numérique un outil d'émancipation, de création et de transmission. Merci à tous nos invités, merci à vous qui nous regardez et surtout bravo à cette jeunesse océanienne qui trace sa propre voie, connectée au monde mais ancrée dans ses racines, Shaima. Une émission que vous pouvez revoir sur toutes nos plateformes numériques. Malo Yousra, Maruru Corinne et merci à vous de nous avoir suivis dans tout le Pacifique ce soir. Maruru Mete Parheyan Yoran. Et encore un grand merci, Shaima, Corinne. C'était un plaisir de vous accueillir ici à Wallis et Futuna. Uveamo Futuna, mote Pacifica Katoa, Kwamato, Fakamalo Atu.